le même budget. Philippe Auberçon et Madame Flamery hochent la tête, mais on est probablement tous d'accord, parce que plus on est petit et moins on a de voix, alors que plus on est petit et plus c'est toute la population qui est représentée par ça. J'ai envie de passer la parole maintenant à Chloé Flamery. Chloé, Liberty, je vais la retrouver, elle fait, peut-être que vous l'avez... 1,27% si ça n'a pas changé. 1,27%. Il me semble, au dernier regard, c'était ça. On va la trouver. On est dans le... 1,27% exactement. On est dans les 46% qui sont en tête. Votre réaction, et puis on rappelle que votre apparentement plus global avec le peuple d'abord fait environ 2,4%. Pour Genève, on est apparenté aussi avec l'Alliance démocratique pour Genève. Exactement. Notre combat, merci d'abord à tous les amis, tous les résistants, tous les militants qui nous ont portés pendant ces mois de campagne, ces mois de stand, ces mois beaucoup rencontré de personnes qui se sont réveillées et je les en remercie de leur soutien chaleureux. Notre combat, il n'est pas électoral, il est d'éveil de conscience, il est beaucoup plus global, il est grand, il se grandit chaque jour. Il n'est pas genevois, il n'est pas suisse, il est mondial. Ce mouvement d'éveil de conscience pour la liberté, pour nos droits fondamentaux. Donc j'estime que notre score est tout à fait honorable au vu des différentes diffamations dans la presse, ou saga sur les affiches non affichées, dont on aura la suite prochainement. On est en train d'être en relation avec le Conseil fédéral aussi pour voir si cette élection sera validée. Il y a un enjeu. Mais ça nous a permis, cette campagne nous a permis d'alerter la population sur l'agenda 2030 qui avance et qui prévoit une numérisation, une digitalisation de la société, sur la sexualisation des enfants à l'école, qui est un scandale, également sur le contrôle et la surveillance prévue par l'OMS avec le traité pandémie qui se négocie en ce moment et qui sera adopté là-bas en mai 2024. Donc c'est une victoire pour nous au niveau de la communication de l'éveil des consciences. Pour les thématiques que vous avez sur la table, c'est une chose. Là, on aura au niveau du Conseil des États un deuxième tour. Vous représentez à Genève 1,27% à cette heure de la journée. 7 heures de la journée. 7 heures de la journée. Vous n'allez pas non plus prendre 10% dans une heure. Non. Vous êtes mathématicienne. Vous êtes mathématicienne. 10%, c'est pas possible. Voilà. On va peut-être à 2% ou 3%. Bon. Chloé Flamery, deuxième tour de l'élection au Conseil des États. Est-ce que l'une ou l'autre des candidatures aurait votre faveur? Alors évidemment celle de Philippe Auberçon, qui est un résistant qu'on connaît depuis longtemps. On va lui demander s'il se maintient déjà. Je pense que oui, je vois son regard, à mon avis ce sera oui. On était ensemble dans la défense des enfants face au service de protection de l'enfance qui pratique des abus de placement, donc on se connaît bien, et on a les mêmes combats. Philippe Auberçon, bonjour. Alors vous arrivez dans cette course au Conseil des États avec un score de 1,7%. Quelle est votre réaction? Je trouve que je suis meilleur que Pablo Cruchon, qui lui est beaucoup plus connu du monde genevois. Moi, avec ma petite campagne, avec un budget de 800 francs, qui représente 12 000 flyers et 180 affiches, je trouve que j'ai fait un très bon résultat. Et alors, en plus, le fait de participer aux élections, je m'entends moins bien. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allez-y. Un des gros avantages de m'être proposé pour les élections fédérales, j'ai découvert en tant que candidat que la pratique genevoise est illicite à Genève. J'ai déposé, juste avant de venir ici, un recours au tribunal fédéral. Donc les résultats seront suspendus jusqu'à droit jugé de mon recours que j'ai déposé le 16 août. Donc vous souhaitez faire annuler les élections fédérales, Philippe Auberçon? Ça dépendra justement du droit jugé. En plus, nous avons affaire à des incapables au service des votations des élections. Oh, s'il vous plaît, Philippe Auberçon, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai des arrêtés du Conseil des États, c'est un véritable scandale. Voilà ce que j'en fais. Philippe Auberçon, deuxième tour du Conseil des États. Lundi, je dois aussi encore déposer un troisième recours. Dis donc. Oui, parce que c'est toujours la même chose. On ne commence pas par le début et on rajoute des trucs derrière, ce qui fait qu'après, moi, je suis obligé de réagir dans les 3 jours, alors que le Conseil d'État a une obligation de répondre dans les 10 jours, et ils ont répondu 20 jours, 14 jours. C'est un véritable scandale. Deuxième tour de l'élection au Conseil des États. Alors, Chloé Flamery nous a dit que vous étiez candidat. Est-ce que vous le confirmez? Alors, vu le faible score par rapport aux autres, j'ai quasiment aucune chance de... Ça fait rien, J'essaie de faire de la propagande pour justement
contre les dysfonctionnements du service de protection de l'adulte et de l'enfant, parce qu'on est chaque fois coupé lors des interviews, y compris à l'aimant bleu, et il faut dénoncer ces dysfonctionnements. Vous n'êtes pas coupé là, Philippe Auberson? Non, pas maintenant, mais... Vous êtes candidat ou pas? En principe, pas. Vous retirez donc de la course? Je n'ai pas dit que je me retirais, j'ai dit en principe pas. D'accord, alors... Ça, je vais voir avec d'autres personnes, parce qu'éventuellement, on pourrait faire des reports de voix, ça c'est à discuter. Je suis ouvert à toute discussion par rapport à l'ensemble de la gauche. Le MCG n'est pas un parti gouvernemental ni parlementaire sur le plan fédéral. Les Genevois, manifestement, ont voulu tenter quelque chose d'autre, dont acte, Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. Ça dit aussi que l'UDC confirme, elle, son ascension qui se vérifie sur le plan fédéral d'ailleurs, sur l'échelle du pays tout entière, avec voilà, ce parti qui maintient sa place de premier parti de Suisse. Il faut bien entendu l'accepter. Et puis, ça dit surtout peut-être que tous les autres partis, entre guillemets traditionnels, à gauche comme à droite, doivent se réinventer et doivent surtout trouver plus de solutions. Manifestement, c'est ce qui a manqué ces dernières années, du moins aux yeux de l'électeur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors ça y est, c'est le grand jour. C'est le grand jour. On est à chaud, on vient d'élire et non pas voter. On a élu ce matin à l'urne. Il y a déjà eu toute petite effervescence autour du fait qu'on ne puisse pas photographier notre mise en l'urne de notre bulletin de vote. On ne pouvait pas filmer, ça on le savait, mais alors pas photographier. Il faut des autorisations préalables. C'est un monde de plus en plus compliqué. Ah, c'est de plus en plus contrôlé. Alors maintenant, on a eu les premiers résultats qui ne sont pas définitifs. On a fait 1,27%. On est 13e, la 13e liste sur les 30 listes qui se sont présentées au Conseil national. Ça veut dire qu'on est dans les 43 premiers pourcents supérieurs de ces résultats. Et on espère encore monter un tout petit peu avec toutes les personnes qui ont voté à l'urne ce matin, comme on l'a fait nous-mêmes. Et comme on avait demandé de le faire pour s'assurer que des fraudes soient plus difficiles, on va dire. Donc, si je comprends bien, ils ont dépouillé tous les votes par correspondance en premier. Apparemment, oui. Et une petite partie des votes à l'urne qui ont été dépouillés. Comme vous avez donné la consigne de voter en priorité à l'urne, il y a quand même des chances qu'il y ait plus de voix dans ce deuxième... Normalement, d'ici une heure, on devrait avoir les résultats quasi définitifs et on verra quel pourcentage on a fait. On a été au-dessus des principales petites listes, on était on était dans le score des listes citoyennes, on va dire, dans la couche supérieure. Après, on a toujours cette saga des affiches qui n'ont pas été affichées, qui est en cours, qui pourrait invalider les élections fédérales. Et voilà, malgré la diffamation médiatique, le manque de visibilité sur les plateaux, et puis ces affiches, et puis mon site qui a été piraté, qui a été attaqué depuis 10 jours, on s'en sort plutôt bien, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis content du résultat. Bien sûr, on pouvait espérer un résultat encore meilleur, mais c'est déjà pas mal. C'est quand même une première fois qu'on se présente au national. Mais surtout, c'est tout le mouvement qui a été fédéré, qu'on a fédéré, qu'on a toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le mois d'août, depuis le mois de juillet même, les récoltes de signatures, les 11 stands, les restos, les afters, les pique-niques. On peut remercier tout le monde. Merci à vous tous, magnifique. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais interviewée pendant le direct sur l'Aimant Bleu. Le mouvement Liberté, il n'est pas local, il n'est pas genevois, il n'est pas suisse, il n'est même pas européen, il est mondial. Cet éveil de conscience, il est en train d'arriver, il est en train de fonctionner. On a rencontré énormément de personnes qui ne connaissaient pas l'agenda 2030, qui ne connaissaient pas la sexualisation des enfants, l'éducation sexuelle à l'école, le traité pandémie et le règlement sanitaire international de l'OMS qui donne les pleins pouvoirs à l'OMS. Donc ça a permis quand même... Les placements d'enfants. Les placements abusifs, dont on a reparlé. Ça permet quand même d'avoir accès à des infos qu'on n'a jamais à la télé ni dans les journaux. Donc là, la victoire, elle est là de toute façon. Et puis, comme dit notre mascotte qui est juste à côté, que vous ne voyez pas, JF, avec ses t-shirts qui nous passe des messages, c'est juste magnifique. Le mouvement ne s'arrête pas là, les samedis ne s'arrêtent pas là, on continuera à se rencontrer, à se voir, à se renforcer, à se soutenir, à se faire des câlins, des bisous, et à lutter contre ce mondialisme et ce totalitarisme rampant qui est de plus en plus visible et qui a de plus en plus peur aussi. Puisque tous ces sabotages, s'ils ont eu lieu, attention à la caméra qui tombe,
Eh bien c'est parce qu'on représente beaucoup de monde qui n'a pas été écouté depuis les années 2020, depuis les années Covid, et qui maintenant commence à avoir des bribes de paroles, des bribes de voix publiques. Et c'est vrai que ça fait peur, puisqu'on n'a pas du tout entendu ces voix pendant les restrictions. Peut-être que ça permet à des gens de comprendre ce qui se passe. Et nous, on était du côté des personnes qui ont alerté, qui ont au cours de la pandémie, montré à quel point il y avait des mensonges tout le temps. La pandémie de peur, la pandémie de mensonges, la pandémie du 2 poids 2 mesures. Alors les questions. Donc, les questions. C'était l'aimant bleu qui a interrogé. Oui. Est-ce qu'ils ont posé des bonnes questions? Est-ce que c'était tendancieux? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que tu parles d'aujourd'hui ou est-ce que tu parles des interviews préalables? Les interviews de campagne. Et celles d'aujourd'hui. Alors, évidemment, on n'est pas dans la même dynamique. Aujourd'hui, on est dans du direct et la parole est beaucoup plus libre. Elle est beaucoup plus générale. Il n'y a pas de montage et il n'y a pas de thème à part celle de l'élection. Durant le grand débat de l'aimant bleu, on n'a pas eu voix au sujet qui était débattu. Ce n'était pas du tout un débat d'ailleurs. On n'a pas parlé évidemment de tout ce que je viens d'évoquer avec l'OMS, avec le Forum économique mondial, avec l'ONU, avec toutes les organisations internationales qui sont des États dans l'État, qui ont tous les droits à Genève et leur poids dans les décisions politiques, le climatisme. Ouais. Le GIEC qui a son siège à Genève, évidemment, ça n'était pas un sujet, puisque, comme dit Jérémy Sédou, il y a des sujets qui ne se discutent pas, qui ne sont pas des opinions. Hein. Tout à l'heure, il s'adressait à Céline Amodru. Il y a certaines discussions qui ne sont pas des opinions, qu'on n'a pas le droit d'avoir. Il y a des sujets de plus en plus tabous. Et voilà, donc ça a suivi cette ligne éditoriale-là. Les quelques interviews, j'allais dire toutes les interviews, les quelques interviews auxquelles on a été conviés. Alors Gérard encore moins que moi. Bon. Gérard, tu veux nous donner ton avis sur le visage de campagne avec Pascal Descaillés? Bon, Pascal Descaillés lui-même est une personne sympathique, mais voilà, il a réussi à me faire dire qu'on n'était qu'un tout petit nombre. C'est pas vrai, puisque en 27%, si ça se maintient ou si ça augmente encore, c'est pas rien, c'est un bon nombre de personnes. Et je dois dire que là, je regrette un petit peu cette partie de mon interview, mais il était sympathique, il a montré que j'étais dans le coup, et je crois que c'était ce qu'il fallait, quoi. Hein. Ouais, ça fait plus de 2000 personnes, bon, on verra tout à l'heure, parce que vers 15h30, 15h45, on aura les pourcentages officiels de notre liste. Ah ouais. On est à 2000, 2500, 3000 voix. Voilà. Bon, on aura des voix aussi plus personnelles qu'on va avoir. Oui, on verra les répartitions sur les personnes. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais que la saga des affiches continue, que des irrégularités qu'on n'avait pas décelées au départ ont été notées, ont été observées et vont être relevées pour invalider les élections. À savoir que les sous-listes, en fait, chaque parti a plusieurs listes. C'est des sous-apparentements et c'est des listes dans la liste. C'est-à-dire, par exemple, le MCG, ils ont le MCG femmes, le MCG pour la baisse des primes d'assurance maladie, ils ont 3 ou 4 sous-groupes. Et dans toutes ces affiches, Mauro Poggia apparaît. Ça, c'est une irrégularité. Normalement, chaque liste a ses candidats. De la même façon qu'un nom ne peut pas apparaître plusieurs fois dans plusieurs listes, eh bien, la tête de la personne qui est dans la liste ne peut pas apparaître sur toutes les affiches de sa liste de tête. Et de la même façon, Céline Amodru pour l'UDC, elle apparaît sur toutes les affiches les sous-listes de l'UDC, les sous-groupes de l'UDC. Par hasard, Poggia est en tête de liste. Alors, Poggia a été le premier au Conseil des États, pas au niveau du Conseil national, mais au Conseil des États. Effectivement, l'adage de Étienne Chouard qui nous livrait en 2014 sur le pourcentage de l'apparition des candidats à la télé est égal au pourcentage d'élections qui ressort à l'élection, et bien se vérifie encore une fois. Peut-être pour Liberté, pas tout à fait, parce qu'on a un pourcentage qui est plus élevé que notre pourcentage d'apparition, donc c'est quand même une belle victoire. Vous apparaissez à la presse, mais pas toujours de façon c'est vrai que je suis beaucoup apparue à la presse, une trentaine d'articles, avec de la diffamation, on y est habitué, la calomnie. Mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub, hein, du moment qu'on parle de nous. Mais effectivement, ça ne nous a pas aidé, ça, plus les affiches, plus mon site qui a été attaqué. Enfin voilà, on est habitué, donc ça ne nous fera pas fléchir en tout cas. Voilà, en tout cas, ce n'est pas ce genre de moment qui nous fait baisser les bras.
Au contraire, parce qu'on n'est pas là pour être élu, on est là pour éveiller les consciences, pour que le mouvement grandisse, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe, pour passer des paroles qui ne sont jamais dans les médias et pour donner de la force et du courage. Donc c'est ça qu'on veut faire, en tout cas c'est ça que moi je veux faire et j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un soutien qui sera donné à des partis qui restent ou votre action c'était uniquement de la communication? Alors c'est jamais uniquement la communication. Philippe Auberçon, je crois, est arrivé 10e dans la liste pour le Conseil des États qui a 2 candidats à la fin qui seront élus. C'est vrai que dans ce qui reste, il y a les partis institutionnels, il y a le PLR, l'UDC, les partis socialistes, les Verts libéraux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le MCG, évidemment, avec Mauro Poggia. Et puis, il y a la gauche. Ensemble à gauche qui s'est séparé, c'est assez rigolo parce qu'Ensemble à gauche a fait 2 listes, elle s'est scindée il y a quelques années. C'est les partis qu'on connaît, c'est les partis qui sont invités à la télé, c'est les partis qui s'appellent des partis, parce que nous on n'est pas un parti. Et pour l'instant, les médias jouent leur rôle de trieurs, de sélectionneurs. Et tant que la population ne se renseigne pas par elle-même et qu'elle ne va pas creuser, qu'elle ne va pas réfléchir toute seule, eh bien ce genre de situation se reproduira. En tout cas, ce n'est pas la fin de l'aventure. Ah ben non, ça fait 11 ans que j'ai commencé, c'est pas maintenant que je vais arrêter. Est-ce qu'il va y avoir encore de nouvelles tentatives d'élections? Alors les élections, c'est tous les 4 ans. Donc l'année prochaine, dans 4 ans, on vous attend par paquet de 10 ou paquet de 100 pour faire plusieurs sous-listes, plusieurs groupes, pour envahir tous les panneaux d'affichage, tous les écrans, et pour jouer avec ce petit système qui a des failles apparemment, et dont on peut tirer certainement des avantages pour que la communication passe, pour que les messages soient entendus. En tout cas, ça a dû chauffer des oreilles de certains. Oui, elles ont dû sonner. Est-ce que ça, c'est déjà pas une victoire? Oui, c'est sûr qu'on a dérangé, on l'a bien vu. Pourquoi aurait-il déployé toute cette campagne de diabolisation et de me mettre encore un procès au milieu de la campagne lundi dernier pour l'enregistrement ridicule fait au chômage, qui n'incrimine personne, qui ne cite personne, qui ne dénigre personne, qui ne dit même pas le lieu ni l'endroit. Tout ça pour faire de la mauvaise pub à notre mouvement, mais c'est pas grave, ils nous ont fait connaître, merci à eux. Ça s'est bien passé, il y a eu du monde, je pense. Il y a eu du monde, beaucoup de soutien et puis une plaidoirie magnifique de notre avocat qui a rappelé les faits, ce que je viens de vous expliquer, sur lequel il y a 0 objet en fait. Et les critères qui sont applicables à cette interdiction d'enregistrer quelqu'un sans son consentement explicite, ne s'appliquent pas dans mon cas. Donc on aura le verdict vendredi prochain. Et on a vu que le juge qui voulait donner son verdict le jour même, lundi dernier, s'est ravisé et maintenant a dit qu'il allait donner le verdict vendredi prochain, puisqu'on a aussi demandé à entendre la plaignante qui n'était pas présente au procès et qui a été mandatée par l'Office cantonal de l'emploi, parce qu'on voit bien que le papier est un papier en tête de l'Office cantonal de l'emploi, que ce n'est pas une plainte privée, que ce n'est pas de son propre chef qu'elle a porté plainte pour cet enregistrement et qu'elle a été guidée par 2 dénonciations, dont une qui est anonyme. Donc déjà, on ne sait pas pourquoi la justice ou le système judiciaire genevois s'empare de quelque chose sur dénonciation anonyme. N'importe qui peut dénoncer n'importe quoi, n'importe quand. Et d'habitude, ces gens-là ne prêtent pas attention aux dénonciations anonymes. Étonnamment ici, ils y ont prêté attention, ils ont donné suite avec une plainte. Après, je parle de harcèlement, je pense que ça fait 4 ans. C'est 4 ans avec plus de 300 articles contre moi, des choses insignifiantes qui me sont reprochées, un licenciement sans queue ni tête avec aucun argument qui tient la route, rien sur ma pratique de l'enseignement, rien du tout, malgré ce que ID News a dit. Ça, j'aimerais le redire, parce qu'il y a des personnes que je connais qui m'ont dit non, mais quand même, ce que tu as dit en classe, ça va pas. Sauf que ID News n'a pas rectifié les mensonges qui avaient été prononcés dans ces articles. Et que donc, ces mensonges n'ont pas été rectifiés, rien ne m'a été reproché dans mon comportement, de mon enseignement en classe. La seule chose qui a été tirée de l'école, c'est le fait que j'ai rappelé la loi, que j'ai rappelé qu'en Suisse, la liberté vaccinale était totale et qu'il n'y avait pas d'obligation vaccinale pour les enfants. Voilà. Donc un procès politique. Procès politique 100%. Et voilà. Mais ça n'atteint pas le moral. Au contraire, ça ne fait que le renforcer. Nietzsche le dit très bien, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et je pense qu'une fois encore, ça nous permettra de continuer
au vu de toutes les personnes aussi qui sont avec nous, parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas juste Gérard et Chloé, on est tout un mouvement, on est légion, comme dirait Bruno qui est juste derrière, mais oui, on est légion. La légion de l'amour, hein, pas la légion des... pas les 7 mercenaires. C'est très bien de rebondir là-dessus, c'est que le sujet est beaucoup plus large à oui. Genève, mais c'est aussi ce qui se passe au niveau mondial, ce qui a été dénoncé. C'est ça, exactement. Dénoncer ce qui avait tout simplement été expliqué, parce que c'était vraiment tenu secret. Les discussions à l'OMS, ce qu'ils font derrière OEF, le fait qu'ils ont une immunité qui semble quand même illégitime. Illégitime et illimitée surtout. Et illimitée. Au niveau juridique et au niveau impôt, au niveau administratif, c'est quand même étonnant que la population ne soit pas au courant des statuts de privilégiés des 39 organisations internationales qui siègent à Genève. GESDA dont je parle et dont apparemment les médias n'ont que faire, n'ont que dire. C'est une fondation privée créée par l'État de Genève et par l'État suisse pour mettre en place le transhumanisme, 336 objectifs transhumanistes, avec la peau électronique, les fausses mémoires, avec l'édition du génome, avec les cyborgs, c'est écrit noir sur blanc. Et tout ça, ça se passe à Genève avec la participation du CERN, de la Fondation Musk, de la Fondation Bezos, de Rockefeller, de Peter Brabeck, qui est aussi le vice-président du conseil de fondation du WEF, enfin bon, que du beau monde, toujours les mêmes, qui tournent en boucle. Et puis ce fameux déjeuner de courtoisie le 4 octobre de Klaus Schwab, invité par le Conseil d'État, avec nos impôts, je présume, qui signait une espèce de livre ou de papier, on ne sait pas trop. On a une photo avec lui face à un livre avec un stylo dans la main, on ne sait pas ce qu'il signe. On aimerait bien savoir, au lieu de nous parler de la courtoisie et des petits déjeuners entre amis, que se font ces décideurs, ces gens qui ont manifestement des privilèges que d'autres n'ont pas, nous dire un petit peu le fond de l'histoire. Quel était l'accord qui était signé entre ces deux parties? Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un vrai débat. Schwab, puisqu'il a sa vision du monde, il a le droit de s'exprimer. Absolument. Vous, on vous met des bâtons dans les roues, mais le public devrait être informé et un débat contradictoire. Et avoir toutes les voix qui... Donc on lance peut-être l'idée. Ouais. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant en se présentant au national, c'est que c'est un peu un niveau intermédiaire. Hein. Il y a le niveau mondial. Tout se passe à Genève, justement. Les décisions se prennent ici, ouais. Donc, il y a un niveau mondial qu'on a vraiment envie ne serait-ce que dévoiler. Oui. Hein. Mais en tout cas, critiquer sur des décisions critiquer positif, négatif, pouvoir en parler. Tout à fait, pouvoir en parler. Hein. Il y a le niveau mondial, il y a le niveau très local, et puis finalement, le national, c'était un peu l'intermédiaire. C'est vrai. Ça a du sens à ce Alors, c'était intermédiaire, ouais. Et en même temps, c'était vraiment crucial parce que ce qu'on a appris ce matin, c'est que Google, si vous tapez quelque chose dans Google aujourd'hui, le logo d'aujourd'hui, c'est une urne avec le drapeau suisse. Donc l'élection fédérale d'aujourd'hui, elle est mondialement cruciale. Elle est en tout cas pour Google et tout ce qu'il y a derrière, les mondialistes dans leur ensemble. Donc ça veut dire que cette élection, elle est décisive sur la suite des événements. On rappelle qu'on avance gentiment vers 2030, l'échéance pour mettre en place la numérisation, la digitalisation, le transhumanisme et le contrôle absolu de la population mondiale et la gouvernance mondiale. Donc on voit que l'enjeu est important. Ouais. C'est pas rien de faire ça. À ce sujet, Pascal Najadi et Astrid Stuckelberger ont fait une vidéo qu'ils ont publiée aujourd'hui. La vidéo, on a pris l'initiative de la mettre sur une chaîne secondaire. Elle est restée que 25 minutes sur YouTube. 25 minutes, c'est bien que ça dérange, évidemment. Et voilà. Encore un stagiaire qui a appuyé sur le mauvais bouton. Non, mais l'aventure continue, les vérités, elles continuent à sortir. Et puis contre ça, ces gens-là, malgré tout ce qu'ils ont à leur disposition en termes de moyens d'étouffement, n'arriveront pas. Donc ça, c'est une question de temps. C'est une question de temps. On ne doit pas se décourager avec ça. C'est très honorable, 1,27%. Et ce n'est que le score intermédiaire. On verra tout à l'heure, dans quelques minutes, où il en est, où on en est tous. Alors des paris, un score qui reconforterait... Non, mais je pense qu'on arrive à 2%. 2%. Ouais. C'est pas mal. Alors, le nombre de personnes qui votent par correspondance est très important en pourcentage. Et on ne sait pas dans quelle mesure la fraude a été, opérée sur cette élection. Les fraudes sont toujours possibles. Toujours. Trop facile. Trop facile. Une dame m'a dit tout à l'heure qu'elle était scrutatrice aujourd'hui et que les bulletins de vote, les enveloppes de vote avec les bulletins étaient mises dans un sac et dépouillées ailleurs, on ne sait pas où.
Donc cette personne qui était scrutatrice n'avait même pas le moyen de connaître le résultat de son local de vote. Alors bon. Ouais. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode et on continue à suivre Chloé sur les émissions toutes les semaines. Alors c'est pas toutes les semaines, c'est tous les mois, une fois par mois, Libérer l'info. On a eu notre émission avec Docteur à l'Ouest jeudi. Je continuerai les vidéos, je continuerai cette fois aller vers la BRI, Banque des règlements internationaux et d'autres organisations. Et puis là, je vais prendre un petit peu de repos parce que depuis le mois de juillet, je n'ai pas touché terre à part une petite semaine, mais tous les jours à publier sur mes 11 canaux, à me renseigner. Et je m'excuse, je demande pardon aussi aux gens qui me suivent et qui ne sont pas suisses et qui peut-être ne sont pas intéressés par ces élections, parce que ça a beaucoup occupé l'espace de mes réseaux, avec les stands, avec les publications sur la Suisse. Et là, je reviens à un régime normal avec des publications mondiales, européennes, françaises, suisses. Et on va revenir sur des sujets plus généraux. Ouais. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était vraiment... Merci à vous tous. Merci à vous tous qui êtes derrière là. Bravo. Merci. Aou. Effectivement, il y avait 251 candidats. Donc c'est clair que plus il y a de candidats, plus les voix sont dispersées. Donc moi, il y en a qui sont pour moi ou pour d'autres listes. Ça, c'est évident. Alors moi, je suis déçu. D'une part, parce que avoir même pas la moitié des suffrages que j'avais pour le premier tour du Conseil d'État, voilà. Et puis par contre, si je compare avec les gens qui sont juste devant moi ou juste derrière moi, j'estime que pour mon petit budget de 800 balles, j'ai passé devant M. Pablo Cruchon, d'Ensemble à gauche, qui lui est un syndicaliste qui est très connu, qui a bénéficié de soutien de syndicats et autres, et qui n'a pas fait mieux que moi. Donc là, je suis uniquement pour ça. De plus, je suis 4e avant la fin, donc c'est bien, finalement. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit faut continuer la course. Donc, je respecte les gens qui m'ont élu, qui m'ont accordé leur suffrage au premier tour, et on va aller au deuxième si on a la possibilité encore de faire passer des messages, parce qu'il faut que la population soit au courant des différents dysfonctionnements qu'il y a aussi bien à Genève qu'au niveau suisse. Moi, je me suis basé d'abord sur le résultat du Conseil d'État du mois d'avril. Je me suis dit, si j'arrive à augmenter ce chiffre, le doubler, voire le tripler, ça me donnait une possibilité de pouvoir siéger au Conseil national. Ça, c'était mon premier but. Éventuellement, si je refais quelque chose, ce sera pour les prochaines élections municipales. Sauf erreur, ça doit être dans 2 ou dans 3 ans. D'ici là, est-ce qu'on va fonder un parti afin qu'on ait des membres qui nous soutiennent pour aller dans la rue, rencontrer les gens, etc. Et puis nous soutenir financièrement. Parce que là, avec 800 francs, j'obtiens que 1,7% au Conseil des États. Donc si je vais arriver à 40-50%, vous voyez le budget qu'il faudrait. Quelques personnes qui m'ont demandé d'intégrer des partis qui existent déjà. Donc ça, éventuellement, c'est une possibilité que je vais envisager prochainement. Mais ce n'est pas en tant que simple membre du parti, mais que je puisse avoir aussi une façon de pouvoir apporter mes contributions afin que le parti augmente en fait son audience. À ce stade, toutes les options sont encore ouvertes. Tout à fait. Moi, je ne suis pas là pour attaquer ou défendre un parti ou un autre. Moi, je suis là pour qu'on fasse respecter l'état de droit qui est bafoué en matière des élections, comme je l'avais déjà fait en 2021 concernant l'apport de Mme Bachmann au deuxième tour, alors que c'est totalement illégal. Et tout ceci, je m'appuie justement sur des jurisprudences. Donc il y a une possibilité que les élections soient annulées, si jamais le recours est voilà. Ça serait quand même donc, une première. Le grand truc, c'est que je puisse faire annuler toute élection
afin que les gens soient clairement informés de où va leur suffrage quand ils choisissent un nom, dans une liste ou dans une sous-liste, et puis qu'on respecte la pratique genevoise. Que la pratique genevoise respecte la pratique fédérale. La pratique fédérale, elle est claire. C'est les sous-apparentements entre différents partis sont interdits. Donc si on prend les bulletins de vote qu'on a reçus à la maison, ben vous constaterez en fait que dans la case des apparentements, vous avez des partis différents, alors qu'ils ont chacun des sous-apparentements. Maintenant, j'ai tout à fait confiance dans la loyauté de nos amis de l'Entente. C'est l'occasion, au fond, de mettre l'Entente, cet accord avec l'Entente plutôt, à l'épreuve du feu. Ça avait fonctionné au Conseil d'État. Et là, c'était le PLR qui avait emporté la mise, aussi avec notre soutien, puisque le PLR avait pu gagner un siège au Conseil d'État. Et effectivement, c'est une occasion maintenant pour le Centre et pour le PLR de rendre, au fond, l'appareil et puis de se mobiliser pour le deuxième tour de ce Conseil des États. On passerait donc d'une délégation 100% de gauche à une délégation 100% UDC-MCG, si on suit votre raisonnement. Mais pourquoi pas? Je trouve que ce serait une bonne chose, on pourrait s'en féliciter. Il y a eu un basculement il y a 8 ans, maintenant il est temps peut-être de revenir à une autre majorité. C'est ça la démocratie, on peut que s'en féliciter tous autour de cette table aujourd'hui. Christian D'Andrès, sur ce score surprenant de la droite qui rebrasse un peu les cartes du deuxième tour, on ne sait pas forcément... Tout est encore ouvert pour ce deuxième tour, à la faveur ou à la défaveur d'alliances à droite. Est-ce que vous êtes inquiet cet après-midi? Évidemment, je pense qu'on peut être inquiet et on doit se mobiliser pour arriver à maintenir en fait le ticket Elisa Mazzone, Carlos Sommaruga. Je crois qu'on doit montrer aussi le décalage assez considérable entre la campagne électorale qui est menée par l'UDC et la pratique en fait de ces élus au sein du Conseil national. Qui s'affirme par la montée de la droite souverainiste. Et je pense que toutes les minorités peuvent être inquiètes aujourd'hui. Je pense que les personnes qui s'inquiètent pour le climat doivent être inquiètes aujourd'hui. Les personnes qui s'inquiètent pour la mobilité doivent être inquiètes aujourd'hui. Mais le 12 novembre, on aura encore la possibilité de corriger le tir. Guy Mettan, maintenant, c'est ce que disait Emmanuel Tornard, au travail. Si l'UDC réalise cette percée avec une droite qui se renforce, au travail, et puis régler les problèmes. On a déjà pu gagner, c'est parce qu'on a bien travaillé qu'on a pu obtenir ce score. Et puis l'autre chose, pourquoi j'allais dire quand même ce succès aujourd'hui de notre parti, puis aussi du MCG, parce que je pense que s'il y a un reproche, j'ai entendu énormément de reproches faits à l'UDC aujourd'hui, mais s'il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à l'UDC, c'est de ne pas être clair. Nos positions sont sans doute parmi les plus claires de l'échiquier politique. Donc on ne peut pas dire, comme j'ai entendu tout à l'heure, qu'on a été trompé sur la marchandise. La marchandise était extrêmement limpide. Et notre programme l'est aussi. Puis je reviens aussi sur le pouvoir d'achat. Il y a deux manières de donner du pouvoir d'achat. Un, c'est de le pomper à l'État pour le redistribuer. C'est l'objectif de la gauche. Puis un autre, eh bien, c'est de limiter, par exemple, la progression fiscale pour alléger le poids fiscal sur les contribuables. C'est ce que nous préconisons. Et ensuite, le débat politique arbitrera entre ces deux solutions. C'est ça le travail que nous allons faire. La réplique, quand même. Évidemment, je pense qu'on ne doit pas partager ce point de vue. Les retraités ont besoin, effectivement, de rentes qui soient améliorées. L'UDC attaque, effectivement, ces rentes. Il compte quoi? Qu'il y a un ruissellement, tout à coup, des baisses d'impôts sur les grandes fortunes, sur Nestlé, sur l'UBS, sur des entreprises comme ça, vont bénéficier aux retraités genevois. Donc, soyons sérieux, très honnêtement. Écoutez, effectivement, il faut se mettre au travail. Je crois que, d'abord, je refuse le vocable extrême droite. Je crois que le MCG a démontré à plusieurs reprises qu'il n'est pas d'extrême droite, il est proche des citoyens et des citoyennes. Et c'est cette proximité qui a fait que nous avons augmenté nos scores dans la droite ligne de ce qui s'est passé au Grand Conseil. Il est grand temps de s'occuper des citoyennes et des citoyens au niveau des retraites, où on voit que les citoyennes de ce pays doivent quitter la Suisse pour pouvoir vivre avec leur retraite qui
qui deviennent misérables, et on continue dans le même sens à limiter le droit, le passage de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, la baisse du taux de conversion de la LPP qui est en route, et j'espère qu'on pourra la stopper, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'occuper des citoyennes et des citoyens de ce pays, et je crois que c'est un des éléments principaux, et sans évidemment parler de l'assurance maladie. Et je pense que oui, nous allons être les aiguillons de ce Parlement pour permettre de créer des nouvelles majorités pour résoudre les problèmes des citoyens et de la classe moyenne. Un sondage GFS SSR en pourcentage, je le donne. L'UDC, 28,9%, progresserait de 3,3%. Le Parti Socialiste, 17,4%, progresserait de 0,6%. Le Centre, 14,7%, plus 0,9%. Le PLR, 14,6%, moins 0,5%. Les Verts, 9,2%, moins 4%. Les Verts libéraux, 7%, moins 0,8%. Voilà donc des sondages SSR qui sont semblables aux sondages du temps qui ont été articulés tout à l'heure. À 16h30, précisément, dans moins de 9 minutes à présent. Jean-Marc Guinchard, est-ce que vous êtes inquiet de ce virage à droite qui se profile au niveau fédéral? On sait que le centre, sur un certain nombre de sujets importants, est davantage proche, par exemple, des libéraux, des Verts ou de la gauche, que de ce bloc qui semble se dessiner. Je ne suis pas inquiet de cette décision du bloc. Le bloc a souhaité ce virage à droite. Philippe Robertson, le peuple d'abord 1,8%, Pablo Cruchon pour Ensemble à gauche, liste Union Populaire 1,7%, Daniel Parmentier pour la même liste 1,5%, et puis Anastasia Natalia Randoué pour le peuple d'abord 1,3%. Alors les réactions à chaud, j'aimerais dire tout d'abord que Chloé Framery et la liste Liberté, lors de son passage à l'Aimant Bleu, là il y a quelques minutes, a sorti les vrais sujets de cette campagne électorale. On parle de faux sujets, mais elle a sorti les vrais sujets, notamment la défense des enfants avec les abus du SPMI, notamment la politique Covid, notamment le fait qu'il y a eu des fraudes aux votations électorales, surtout par la pose des affiches. Philippe Auberson aussi a parlé de fraude dans le cadre des recours au tribunal fédéral sur la méthode cavalière des autorités genevoises. Et il a déchiré devant tout le monde des documents pour indiquer qu'il est très mécontent de la manière dont tant le Conseil d'État genevois que le tribunal fédéral traitent ces objections sur des fraudes vraiment trop faciles dans le domaine des votations. Les votations, les élections suisses devraient être un modèle de qualité. Or, il est prouvé que la Poste suisse est la propriétaire des logiciels permettant les fraudes électorales dans le monde entier, notamment du fait qu'ils ont repris toutes les sources de Seitel. Dans ces votations, il y a eu aussi des plaintes sur le financement des campagnes. Il n'est pas du tout juste que certains aient très peu d'argent pour faire leur campagne électorale et que d'autres aient des fonds énormes, des fonds même secrets, pour manipuler l'opinion avant les votations. Donc, on a des fraudes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la préparation des élections, de la confection des listes. Par exemple, dans le canton de Neuchâtel, on s'est présenté avec des listes et le canton, tout d'un coup, a sorti un obscur règlement disant que toutes les signatures de parrains doivent être contrôlées par chaque commune dans le canton, alors que les grands partis n'ont pas besoin de liste de parrainage. Elles peuvent être candidates sans aucune difficulté, mais cette règle neuchâteloise, on pourrait dire qu'il y a des genevoiseries, mais il y a des neuchâteloiseries, eh bien c'est encore une manière de limiter les votations. On voit aussi qu'il y a de moins en moins de bureaux de vote avec des urnes, que les urnes n'ont pas de sceau,
que les horaires d'ouverture sont de plus en plus étriqués, ça commence de plus en plus tard, ça se ferme de plus en plus tôt, les citoyens se présentent devant le bureau de vote, on leur dit c'est l'heure de Berne, vous êtes 1 minute en retard, on va pas prendre votre enveloppe. D'ailleurs, il ne faudrait pas que ce soit l'enveloppe, il faudrait que chacun vote dans une urne comme c'était fait à l'époque avec des seaux en plomb, sérieux, avec des pinces à sceller et avec des vérificateurs qui contrôlent les votes. Mais l'essentiel de la fraude a lieu lors des votes par correspondance. Ça fait des années que je me plains, les enveloppes sont translucides, avec une simple machine, avec un simple projecteur. Dans chaque greffe municipale, il n'y a plus de secret de vote. Pourquoi? Parce qu'ils se permettent de pré-dépouiller les envois. Donc ils ouvrent les enveloppes. Déjà, les enveloppes passent dans la poste, puis dans chaque greffe municipale. Et à chaque étape du trajet du matériel de vote, quand les Italiens savent comment ça se passe en Suisse, ils se moquent de nous. Ils savent très bien que c'est trop facile de frauder. Alors, je crois vraiment qu'il faut prendre les choses en sérieux. On doit avoir un audit de sécurité, notamment pour les votes par correspondance, notamment pour les votes par électronique aussi. Il y a de nombreux cantons et les Suisses de l'étranger qui votent par électronique. Et on sait très bien que les votes électroniques qui sont sous le contrôle des logiciels de la Poste suisse et de Seitel sont fraudables, trop facilement, et sont fraudés. Alors Chloé a parlé des vrais sujets, l'OMS, la protection des enfants, les abus sexuels dans les écoles, dès les crèches, ce sont les vrais sujets. Quasiment personne n'en a parlé, à part la liste Liberté et la liste Le peuple d'abord de Philippe Auberson. Donc vive Chloé Framery, Gérard Scheller, vive Philippe Auberson. Et Philippe Auberson va faire un recours et j'espère qu'il maintiendra sa candidature au 2e tour des élections du Conseil aux États. Merci à Agora TV News de faire cette interview. Philippe. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, il faut qu'on puisse continuer à dénoncer les dysfonctionnements en matière de votation, principalement la fraude, si on peut appeler ça une fraude. C'est une fraude. En jouant sur d'apparenter tout le bloc de droite et tout le bloc de gauche afin de piquer les éventuels sièges à des petites listes. Le Parti socialiste qui se permet d'aller distribuer des flyers à la sortie des écoles alors que ce sont des enfants mineurs. Donc où va-t-on? Là, on est en train de laver le cerveau des gens pour dire, bah voilà, il y a des partis X, Y, Z qui doivent dominer la Suisse et puis les autres, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis cette année, c'est la première année où il y a, là je me permets de rigoler quand même, la transparence des financements des partis. Donc si vous avez, je ne sais plus exactement le chiffre, je crois que c'est 15 000, si vous avez des gens qui vous donnent plus que 15 000, vous êtes obligé d'y déclarer. Mais si moi je veux donner 1 million au parti par exemple, je crois que c'était le centre, ben je dilapide ça en plusieurs personnes qui vont dilapider ça en plusieurs personnes. Donc plusieurs petits versements de 10 000 francs feront qu'en fait la transparence des financements, elle n'existe pas, c'est un leurre, c'est un véritable scandale. Par contre maintenant, je vais essayer de me renseigner, à moins que ce soit secret, je vais demander au GHI pour leur dire combien est-ce que moi je dois payer pour avoir 4 poches pleines dans le GHI. Donc déjà uniquement ça, avoir le petit encart Café Liberté où ça a coûté près de 5 000 francs, hein, un truc déjà. Si vous multipliez ça par 6, par 8, multiplié par 4, vous voyez le montant conséquent que ça fait. Donc là, il faut voir. Et puis le problème, c'est que nous, mis à part des initiatives qu'on pourrait faire, il faudrait qu'on fasse des initiatives, parce qui fait les lois maintenant, ben, ou qui vont faire les lois maintenant, ben, c'est ceux qu'on a élus aujourd'hui avec les autres cantons. Et eux, ils ne vont surtout pas dire « Ah ben non, on va limiter les budgets, moi je dirais 20 000 francs, allez, soyons larges, 30 000,
Hein. C'est amplement suffisant pour faire une campagne de flyers dans toutes les boîtes aux lettres, quelques affiches et puis une ou deux conférences. Non, non, là il y a vraiment gros problème. Et puis les problèmes de la société sont étouffés. On a parlé de la protection de l'adulte et de l'enfant, l'OMS, l'état de droit qui fout le camp. Bah déjà, on élit frauduleusement des gens qui sont censés représenter le peuple, où c'est bourré de, par exemple, de lobby. Il y a beaucoup de gens, sauf erreur 112, il y a 112 nationaux qui font partie du conseil d'administration dans les assurances. Donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire baisser les primes. À Genève, théoriquement, à peu près, hein, le chiffre de mémoire, il y a 275 000 électeurs, en fait, qui ont le droit de vote. Et puis on a appris tout à l'heure qu'il n'y a que 38% des gens qui ont été votés, même pas la moitié. Donc la majorité silencieuse, hein, il ne faut pas qu'elle se plaigne. Si elle aurait voté justement pour des petites listes, on aurait pu renverser la vapeur.